Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Pieds dans le Patch en partenariat avec Antelope. Moi c'est Grégoire Najboira alias Redled et lui c'est Arnaud QF alias Lostenios. Comment ça va Arnaud ? Eh ben ça va très bien. Et comme tous les mois donc on reçoit un invité qui gravite autour de l'audio et des instruments de musique. Et en ce free, le mois de février 2021, c'est Loris Bernaud qui nous fait le plaisir de venir nous voir de manière virtuelle évidemment, Covid oblige. Bonjour Loris, comment ça va ? Salut, ça va bien, super. Alors tu es gravité là, il est en plein dedans quoi. Qu'est-ce qu'il y a Arnaud ? Il fait plus que graviter autour de l'audio, il est en plein dedans. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc tu es ingénieur du son, mixage, enregistrement, tu fais de la musique du film, du documentaire, des téléfilms, des disques, de la pub, enfin plein de trucs, tu as un CV bien rempli. Écoute, on va commencer tout naturellement par peut-être ton parcours, par ta petite histoire on va dire, et qu'est-ce qui t'a mené à ce métier-là, au métier d'ingénieur du son. Comment tu t'es intéressé au son en fait à la base ? Très bonne question. En fait, au début, je devais pas du tout faire de la musique ou du son. Moi, je devais entre guillemets. J'avais un parcours dans l'électronique. Post-bac, j'ai commencé un UT d'électronique et du jour au lendemain, ça faisait quelques années que je faisais de la guitare pour m'amuser avec des potes. Ouais. Et du jour au lendemain, je me suis dit qu'il fallait que je tente un peu. J'étais jeune, c'était le moment de tenter quelque chose dans la musique. Et je connaissais pas du tout le métier d'ingénieur du son. C'était quelque chose pour moi qui était vraiment très loin des espérances que je pouvais avoir. Ouais. Et du coup, en cours d'année, je suis passé sur une fac de musicologie à Paris 8. D'accord. En me disant, on verra ce qui se passe. Je me laisse un an ou deux, puis si jamais ça marche pas, je refais de l'électronique. Et puis si ça marche, tant mieux quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans une fac de musicologie ? C'est hyper dangereux Grégoire. En général, tu fais des études sur un truc qui te passionne, la musique, et puis au bout d'un moment, il faut prendre un métier, tu deviens prof en collège. Là, tu dois faire de la flûte. Enfin non, la flûte c'est fini, mais à des élèves qui n'ont rien à cirer. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend très exactement en musicologie ? Parce que je suis curieux de savoir ce que tu apprends. Alors en musicologie, c'est assez intéressant et c'est assez douloureux parce que pour certains, comme moi, quand t'as pas commencé à l'âge de 4 ans et qu'on te dit tu vas faire du solfège 8 heures par jour, développement de l'oreille, parce que c'est ça en fait. Ouais. T'apprends à lire des partitions, tu fais du solfège, t'apprends à comprendre les harmonies, ça c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. T'apprends à lire la musique, une partition, l'imaginer dans ta tête ce que ça fait, et à l'inverse, tu vois une partition, tu dois la chanter. D'accord. C'est des exercices comme ça que tu fais 8-10 heures par jour, et à la fac, et puis chez toi. Déjà, quand t'es guitariste, on dit partition, tu fais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, des rétros. On peut pas avoir des petits numéros. Non, ça bosse quand même en musicologie parce que moi j'ai souvenir qu'en fac de lettres, on jouait surtout au tarot sur les pelouses de l'université Paris-Nanterre. Ouais, c'est un peu pareil en fait. Dans une promo de 60, t'en as 5 qui bossent et t'en as 55 qui jouent de la guitare sur le parvis de la fac. Ouais. Quoi. Et du djembé. Et du djembé, ouais. Content. Ouais, c'est un peu ça. Non, puis t'as ceux, moi j'ai remarqué ça à la fac, t'as ceux qui ont commencé vraiment à l'âge de 4 ans et qui sont super bons et qui clairement t'éclatent la tronche par rapport à toi qui a commencé à 16 ans en fumant des joints et en jouant de la guitare. Voilà. Du coup, j'ai pas mal de retard à rattraper, mais à force de beaucoup de travail, il faut beaucoup travailler pour y arriver, j'ai réussi à avoir mon diplôme normalement avec une moyenne correcte. D'accord, et avec le recul, ça te sert De ouf. Ah ouais, c'est vraiment, surtout pour des gens qui font du disque, c'est moins essentiel, je pense, même si moi, je le recommanderais toujours, parce que c'est un langage, la musique. Bien sûr. C'est comme si, je sais pas, on veut faire je m'y connais pas, mais on veut faire du trading, va parler anglais, ça peut paraître compliqué, par exemple. Nous, on fait de la musique, on apprend les bases du solfège et des partitions. Après, il y a des gens qui se sortent très bien sans ça. Je suis pas sectaire sur le truc, mais je sais que moi, ça m'aide beaucoup, et notamment en musique de film, on travaille avec des orchestres. Je travaille souvent avec des orchestres. Ouais. Là, c'est obligatoire. On peut pas parce que le musicien, le compositeur, il va me dire tiens, là, la mesure 67, le rythme en 3/4, machin, dans la note de sol, le machin, il est pas bémol, il est bécard. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, si on n'est pas capable et qu'on prend trop de temps à essayer de comprendre ce que veut nous dire le musicien, lui, il est déjà passé à autre chose, qu'il y a 60 personnes qui attendent dans une séance d'orchestre, ils vont pas attendre que toi t'aies compris. Ouais. C'est vrai que ça coûte très cher en plus. Ça coûte un peu. Mais tu travailles souvent avec des orchestres parce que je me souviens d'en avoir parlé, c'était avec Jean-Félix Lalanne.
qui nous expliquait que souvent, en fait, on fait des maquettes en virtuel, et puis dans bien des cas, ça reste du virtuel, quoi. Parce qu'avec les Vienna, les trucs comme ça, les Audio Bro et tout, ou les Spitfire maintenant, y a vraiment de quoi avoir de la qualité dans la maquette. Et puis quand les mecs ils voient le budget que ça coûte, même à Budapest, de louer un véritable orchestre, ils font oh les maquettes elles sonnent super. Voilà, c'est ça. C'est les producteurs surtout qui disent ça. Les maquettes elles sonnent super, on fait pas la différence. T'arrives toi encore à, donc du coup à bosser avec des orchestres souvent? Ouais, alors souvent non, parce que souvent il y en a plus si souvent que ça. Ouais. Mais régulièrement quand même, ouais. Là on part faire un petit orchestre dans une semaine, on part en Belgique, ça se fait pas mal en Belgique aussi en musique de film. D'accord. On part se faire une quinzaine de cordes plus quelques flûtes. Enfin voilà, mais c'est souvent des petits ensembles malgré tout, parce que c'est vrai que du coup, pour ceux qui vont regarder la vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un orchestre, si on a 60 musiciens, c'est 60 cachets pour 3 heures d'enregistrement. Ouais. Et en plus, les orchestres, c'est très syndiqué, donc si on réserve 3 heures, c'est 3 heures et pas une minute, c'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, ils posent leur instrument, qu'on ait fini ou pas l'enregistrement. D'accord. C'est comme ça. Des fois, ils sont souples à 1 ou 2 minutes, mais ça se joue vraiment à 1 ou 2 minutes. Ils filent pas un quart d'heure. Ah ouais. D'accord. Si on multiplie un cachet de, je sais plus combien c'est 250 € à peu près, fois 60 musiciens, les 3 heures, ça fait beaucoup de milliers d'euros en fait. Ouais. Donc du coup, la minute en fait correspond à quelques centaines d'euros. Donc effectivement, s'il t'offre une minute, il t'offre plusieurs centaines d'euros à la production, ce qui est pas normal. Ouais. C'est un gros contraste avec l'enregistrement, enfin la production de la musique pop, où là, par contre, c'est un peu à la one again, j'imagine. Puis là, c'est des lock-out sur les studios. Si le studio il est censé fermer à 19h et que les musiciens ils n'ont pas fini et qu'il faut le terminer à minuit, en général, ils terminent à minuit, quoi. Oui, voilà. Parce qu'ils sont 4 ou 5 et que c'est leur album, et puis si l'ingénieur du son qui est avec eux il est d'accord pour continuer, il faut juste éventuellement payer l'assistant pour qu'il reste plus longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un gros contraste là-dessus. Ouais. Donc, tu as fait musicologie, en tout cas? Excuse-moi. Avant de reparler, parce que bon, il y a plein de trucs super intéressants, notamment justement sur l'utilisation d'instruments virtuels. J'imagine que là, tu vas pouvoir nous parler de ça pas mal. Mais reprenons depuis le début, ou presque le début, après la musicologie, du coup. Du coup, après la musicologie, j'ai fait des stages. J'ai fait justement par Audiofanzine, j'ai rencontré le gars avec qui j'ai fait mon premier stage. Enfin non, pas exactement. J'ai fait un stage pendant que j'étais à la fac. Je me suis retrouvé avec un ami de mes parents. Je me suis retrouvé dans un studio qui s'appelait Delphine à l'époque, qui a fermé maintenant, qui était un studio vraiment de variété où ils faisaient pas mal de pubs. Et j'ai adoré cette séance. J'étais juste là, c'était pour EDF, j'étais juste là en tant qu'assistant, comment on appelle ça, pour regarder quoi. Ouais. Et j'ai kiffé ça. Et c'est là où j'ai découvert le métier d'ingénieur du son. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant à faire. Et à la fin de mon parcours de musicologie, du coup, je devais enchaîner sur la SAE, donc une école d'ingénieur du son dans le nord de Paris. Et j'ai fait un stage via Audiofanzine. J'ai trouvé un stage d'1 mois dans un studio qui s'appelait Microbe à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était à Saint-Cloud, avec un espèce de mec complètement fou qui s'occupait de la technique, qui s'appelle Pierre Athias, qui est génial. On est devenus super potes, voilà. Et du coup, au bout d'1 mois, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a branché sur un studio qui s'appelait Opus, qui était un énorme studio où il faisait des orchestres. Un peu le concurrent de Davout à l'époque, qui était avant. Et du coup, je me suis retrouvé, j'ai annulé mon entrée à la SAE et je me suis retrouvé à aller là-bas alors que j'y connaissais pas grand-chose, à aller à Opus pendant 5-6 mois, où j'ai fait des séances pour orchestre. J'ai appris ce que c'était que les séances pour orchestre, de faire des séances assez costauds de musiciens, des albums en live où ils étaient 4-5 dans la pièce, des répètes de tournée pour De Palmas, etc. Donc c'était assez cool, mais moi, à l'époque, j'y connaissais rien, donc au bout d'un moment, c'était un peu pesant, et c'est là où, au bout de 6 mois, je crois que c'était au bout de 6 mois, j'ai arrêté Opus et j'ai raccroché la SAE sur la promo d'après, en fait. D'accord, parce que vraiment, il y avait ce besoin, du coup, de... Tu sentais qu'il manquait des trucs, quoi. Et ces trucs-là, du coup, c'était quoi? Et t'as pu les acquérir, justement, à la SAE ou pas? Et c'était intéressant parce que c'était vraiment sur les fonds de la technique, parce que je suis d'une nature assez curieux, même très curieux, et du coup, j'arrive pas à faire les choses juste qu'on me dit, tu fais ça comme ça marche. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi, en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais si je comprends pas, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant quand tu prends ce que tu fais, et justement, ça permet de pousser plus loin. Et du coup, c'est pour ça que vraiment je sentais, puis j'ai fait notamment une séance pour Fugain, Michel Fugain, où j'ai été complètement mis dans le grand bain, alors j'y connaissais rien, et c'est un mec qui est quand même très particulier.
Et de plus en plus, j'allais me diriger vers des séances avec ce genre de personnes. Et Ça veut dire quoi, très particulier? Ça veut dire Allez, que vas-y, t'as balance. pas le droit de visiter, quoi. Grosso modo, sinon, tu te fais un peu, bon là je le dis gentiment, mais tu te fais un peu taper sur les doigts, quoi. D'accord, ouais, il est dirigiste, quoi. De quoi? Il est dirigiste, il sait ce qu'il veut, quoi. Voilà, il sait ce qu'il veut et surtout, t'as pas intérêt à hésiter, quoi. Ok. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est là où je me suis dit que vraiment il fallait que j'ai une formation technique plus poussée que juste on me dise ce que c'est qu'un départ aux, ce que c'est qu'un câble, machin. Du coup, ce que m'a apporté en SAE, en partie la SAE, à l'époque, il y a des profs qui étaient super, il y a des profs qui l'étaient un peu moins. Mais ça, je crois que c'est dans toutes les formations. Oui, C'est oui. pas pour leur cracher spécialement sur eux, c'est toutes les formations. Il y a des voilà. Mais j'ai été là pour apprendre vraiment apprendre la théorie. Et j'ai fait le parcours parce que la SAE, ils ont un parcours. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils ont un parcours en 1 an et ils ont le même en 2 ans où c'est un peu en mi-temps. Et moi, je l'ai fait direct en 1 an pour pouvoir repartir le plus vite dans les studios en fait. C'était vraiment, j'étais là pour apprendre mon truc et me casser en fait et repartir. Et tu es sorti major de promotion. Ah, s'il Yes. vous plaît. C'est un petit peu la classe, quoi. Ouais. Donc, Ce qui le mec, était marrant parce que tous mes potes de ma promo ils se tiraient la bourre pour être major de promo. Moi j'en avais vraiment rien à carrer parce que en fait moi tout ce que je voulais c'était retourner dans les studios en fait c'était le diplôme en fait à la base je voulais même pas le passer, je m'en foutais complètement. En fait. Mais comme j'avais déjà passé pas mal de temps dans les studios en fait dès que le prof il parlait de quelque chose je connaissais déjà et donc ça me permettait d'aller plus loin en fait tout de suite approfondir. Ouais. Là où apprendre un départ aux encore une fois ils étaient là genre ah ouais c'est quoi mais à quoi ça sert mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser un départ aux une EQ, mais c'est quoi un low-cut, un high-cut? Moi, c'est des choses que je connaissais déjà, donc j'étais déjà dans les questions, ouais, mais les différences entre les low-cut, est-ce que selon les phases, les machins, enfin. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai pas eu spécialement d'efforts à faire pour éclater tout le monde. Ouais. Mais c'était pas le but, enfin, j'étais pas. Et c'est un bûcheur quand même, le gars. De quoi? Bûcheur en tout cas, quand même, le gars. Ouais. T'as l'air, t'as un profil de bûcheur, quoi. Alors que ce soit en musicologie ou. Ouais. J'aime bien travailler et puis approfondir les choses. Puis c'est ça qui est excitant aussi. Si on fait ces métiers, c'est pour apprendre sans arrêt des choses. Enfin, moi, c'est mon philosophie, quoi. Ouais. Et alors du coup, avec toute cette expérience et ce recul, toi, tu conseillerais quoi, du coup, justement, à une personne qui voudrait faire ce métier-là, d'ingénieur du son, suivant son âge, tu conseillerais quoi, toi, aujourd'hui, du coup? Alors ça, c'est la question qui est toujours compliquée. Il y a les quelques jeunes que je rencontre, c'est toujours un petit peu délicat de répondre à cette question, parce que ça dépend vraiment des parcours. Juste du coup, pour comprendre, en fait, ce qui a fait que j'ai réussi à bosser après, c'est que je suis retourné à Microbe, en fait, à la sortie de la SAE, direct. Le jour où on a fini les examens, le lendemain, j'étais déjà reparti à Microbe. Et là, j'ai fait la rencontre de Eric Neveu, qui était un des patrons du studio, qui lui est compositeur de musique de film. Et au bout de 3 ans de stage, j'ai quand même fait 3 ans de stage là-bas. Donc c'est pas rien, à bosser 18 à 20 heures par jour, comme ça. Apporter quelques cafés aussi, j'imagine, au début. Apporter quelques cafés, voilà, ouais. Et les stages, c'était ça, ça correspond à apporter des cafés, mais aussi brancher des câbles, etc. En même temps, c'est comme ça, moi, c'est comme ça que j'ai appris vraiment sur le terrain. Bien sûr. Et voir plein de séances, voir plein d'ingénieurs bosser, plein de façons de bosser différentes. En fait, c'est surtout ça qui m'a appris le métier. La technique, c'était bien, mais la technique, c'est 15-20% de ce qu'on utilise aujourd'hui. Voir la psychologie de séance, ça c'est un truc que j'ai beaucoup regretté à l'SAE, c'est que, et je pense dans toutes les écoles, on parle pas assez de la gestion d'un musicien, de la gestion d'une séance. Détecter la fatigue du musicien, quand est-ce qu'en fait il arrive plus à en placer une dedans, est-ce qu'il lui faut juste une pause de 5 minutes pour passer à autre chose et de revenir. Et ça c'est des choses qu'on apprend en voyant se faire en fait. Ce qui est terrible, c'est de faire de l'acharnement thérapeutique sur un mec qui doit refaire sa prise chant pendant 2 heures pour s'apercevoir qu'à la fin, la première, c'était la meilleure, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'il y avait l'émotion, c'était peut-être pas parfait, mais... ou pas dire à un musicien, pas lui dire, quand la prise, elle est pas bien, pas lui dire qu'elle est pas bien, mais de le valoriser ou de l'amener vers quelque chose pour qu'il fasse une bonne prise, parce qu'au final, ce qui compte, ça va être sa prise à lui, et c'est pas nous, la technique, de s'acharner à faire un nombre de prises phénoménal. Puis il y a un moment aussi où on sait qu'il va pas la passer, sa prise, ça arrive de temps en temps, on sait qu'il techniquement il a mis le niveau trop haut. C'est de trouver des ruses pour faire en sorte que sur l'album, ce soit quand même bien. Donc de se dire, par exemple, là on arrête la séance parce qu'on a à peu près ce qu'il faut, mais parce qu'on sait que demain on a un autre titre à faire, il faut pas non plus éclater la voix pour le lendemain. C'est ce genre de choses qu'on n'apprend pas dans une école en fait, et qui est dommage. T'installes cérémonie, c'est ça.
Attends, Et puis j'ai un logiciel. quand même, le comping, pour ça, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Écoute, on va le faire 3 notes par 3 notes. À la fin, on va tout faire dans Pro Tools et c'est bon, quoi. Ouais. Tu bosses sous Pro Tools d'ailleurs? Ouais, moi je bosse sur Pro Tools. Comme tout au début, j'ai commencé sur Cubase quand j'étais à la Ouais. fac pour faire de la musique chez moi. Un peu de Max MSP aussi. Après, je suis passé sur Logic quand je bossais donc avec Eric Neveu, Ouais. avec qui je suis parti. Je sais plus si j'ai terminé mon histoire, mais ouais, après je suis parti avec Eric Neveu, Oui. donc je suis devenu son Ouais. assistant, puis son ingénieur. Puis après, j'ai bossé avec d'autres gens. Et aujourd'hui, ouais, sur Pro Tools, parce que pour le mixage, et notamment le mixage dans le cinéma pour le 5.1, Ouais. qui est vraiment le 5.1, pour ceux qui connaissent pas, c'est un environnement avec plein d'enceintes, grosso modo autour Ouais. de soi, plus un caisson de basse. Pro Tools, c'est radical pour ça. Puis Ouais. aussi pour l'échange de sessions, quand on passe de studio en studio, notamment avec Oui. les orchestres, Bien sûr. il y a une efficacité qui est imparable. Ouais. Donc ouais, toi ce que tu conseillerais du coup c'est plutôt d'abord on va prendre un profil d'un jeune de 18 ans qui vient de passer son bac, quoi. Même si en ce moment on passe plus tellement son bac apparemment, mais et tu lui dirais bah vas-y, va d'abord dans un studio apporter des cafés, ou tu lui dirais bah fais d'abord une formation comme il se doit entre guillemets, Ça dépend du profil, ça dépend des opportunités. Faire des cafés, je trouve ça toujours un peu difficile. J'aime pas trop cette idée. Et j'aime pas les studios qui font ça, mais il y a des studios, tu fais pas des cafés, tu montes des meubles Ikea aussi. Moi j'ai eu ça. ouais, voilà. Mais il y a des studios aussi où de temps en temps ils te font monter les micros, ranger les micros. Déjà, moi j'ai commencé par ça, juste ranger les micros en fait. Ça c'est hyper cool parce que tu apprends à rouler les câbles, c'est Oui. con, et au début, Ouais. t'apprends les câbles, puis tu apprends à les rouler vite, tu apprends à bien ranger ton matériel parce que la séance d'après, il faudra apprendre à le de redéranger rapidement. Puis tu manipules les micros, tu apprends quelle gueule c'est un U47, un U87, un machin, les différents connecteurs. Et non, pour répondre à la question, je sais jamais en fait. Ça dépend vraiment du profil et des opportunités que cette personne a. Dans tous les cas, quand même, je conseille des études musicales. C'est même un minimum, c'est quand même, ça me paraît essentiel. On travaille dans la musique, c'est un langage musical. Après, encore une fois, il y en a qui s'en sortent bien sans. Mais bon, c'est quand même la base d'apprendre à développer son oreille, à savoir faire la différence entre une guitare et une basse, ou j'en sais rien, entre un clavier machin. Ouais. Voilà. Si on veut faire l'orchestre, connaître la différence entre un hautbois et une clarinette, par exemple, c'est un peu la base. Aussi pour se faire un peu respecter des musiciens, peut-être, ou pour tout simplement dialoguer avec eux, c'est ça? Pour dialoguer avec eux, les mettre en confiance, parce que quand ils voient aussi qu'on est musicien, faire de la musique. Et Quand on veut faire ingénieur du son, faire de la musique, on va discuter avec des musiciens, donc si on fait de la musique, on fait de la composition et qu'on fait d'un instrument, ils vont tout de suite se sentir en confiance parce qu'ils vont se sentir compris, ce qui est logique, hein. Et même on va être apte aussi, c'est pas une question de paraître, c'est qu'on va être apte à les comprendre plus rapidement. Ouais. Quelqu'un qui fait juste de la prod chez lui avec des boucles et un clavier maître, c'est pas exactement pareil. Bon, le truc qui a beaucoup changé aussi dans la formation par rapport à, si je prends ça il y a 30 ans ou je sais pas quoi, c'était qu'avant, non seulement il n'y avait pas forcément de formation dans le son qui était disponible, mais on pouvait pas être home studiste. C'est-à-dire que aujourd'hui, malgré tout, c'est ça qui est génial, c'est que quand on a 12 ans, on peut installer FL Studio ou n'importe quoi, enfin faire ses petits beats chez soi, commencer à tâter, et puis oui, apprendre ce que c'est qu'un aux, tout ça, et on peut arriver avec une certaine culture, ou même via YouTube, via Audiofanzine, à apprendre des choses. Ouais, oui, voilà. Plein de trucs, ouais. C'est la grande différence. Alors qu'avant, oui, le seul moyen, c'était d'aller porter des cafés dans un studio. Ouais. Mais l'avantage du studio, c'est que ça permet d'ouvrir son réseau qui va nous permettre de bosser plus tard, en fait. Et c'est vrai qu'en termes de compétences, tu as complètement raison. On peut aujourd'hui, avec YouTube et en allant chercher sur les forums, type Audiofanzine, moi j'ai appris énormément de trucs là-dessus au début. Ouais. Même encore aujourd'hui, je vois passer des trucs, enfin j'apprends des choses. Et c'est hyper intéressant. Au niveau technique, on apprend énormément de choses. Mais le langage musical et la rencontre avec les gens en studio, c'est un truc qui est qu'on peut difficilement acquérir. Ouais, tout à fait. Ouais. Et au niveau de la personnalité d'un ingénieur du son, pour toi, c'est quoi les qualités à avoir, les qualités primordiales à avoir quand pour être ingénieur du son, en fait? Alors, les qualités primordiales, c'est de savoir être un minimum discret. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ingénieur de ma vision des choses, hein, je ne veux pas... Non, mais c'est une interview de toi, donc c'est ta vision. C'est ça qui est intéressant. C'est ma vision des choses que j'applique à moi-même, pas forcément pour tout le monde, mais c'est de savoir être discret, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le musicien, quand il va enregistrer, que ce soit musique de film ou du disque,
c'est son projet à lui et c'est lui qui va le défendre après auprès du public. Mm. Donc nous, on est là pour l'aider à mettre en valeur son travail. C'est ma philosophie. Je suis pas là pour dire, moi je pense que ça c'est la meilleure solution. Donc toi, musicien, machin, Jean-Michel, il faut que tu fasses comme ça. Non, si on fait comme ça, déjà le Jean-Michel il va se braquer, il va pas être d'accord avec nous et de toute façon notre choix ça va être de la merde. Même si, pardon pour la vulgarité, mais même si en réalité c'est un bon choix. Il faut savoir l'amener en fait. Et pour ça, il faut savoir le mettre en confiance. Et pour mettre en confiance, ça ne veut pas dire lui faire forcer ce que nous, on estime artistiquement le mieux. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis être un peu discret et en session, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs musiciens, plusieurs compositeurs. C'est à eux de prendre les décisions, et nous, on va être là pour les amener à valoriser encore plus leur travail. Oui, donc leur suggérer des choses. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la psychologie de session, vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment pour toi le plus important au niveau de... Le plus important, la technique. Après, si on a réussi à mettre un musicien en confiance et que il est bien, il est chaud et c'est le moment qu'il faut enregistrer, et merde, le micro il est placé 5 cm trop loin, bah tant pis, c'est le bon moment pour le faire. Et puis le son il sera peut-être un poil moins bien, il y aura peut-être un peu plus de reverb parce que le micro est un peu plus loin, mais si la prise est la bonne, ok, que ça défonce. Oui. Parce que toujours le plus important, c'est ce qui est devant le micro et non derrière, quoi. Voilà. Après, il faut, c'est là où l'expérience fait la part des choses, c'est qu'il y a des fois où il faut aussi savoir arrêter un musicien pour lui dire, attends, on peut faire un truc encore mieux, regarde, je te fais un truc comme ça, changer, on va prendre l'exemple de la position de micro, il va trouver ça encore mieux et ça va lui donner encore plus envie de faire un truc bien. C'est toujours trouver le compromis et ça, c'est l'expérience qui fait ça. Donc, le truc que je pourrais conseiller pour revenir à ta question, justement, qui est intéressant, pour quelqu'un qui débute, c'est d'essayer de faire plein de sessions. Ça va être avec ses potes, ça va être avec des gens rencontrés sur Internet. Moi, j'ai fait ça un peu au début. À l'époque, c'était MySpace. De rencontrer des gens sur MySpace, d'écouter les démos et de leur proposer de faire 1, 2, 3 titres avec eux. Juste comme ça, pour le kiff. Et du coup, ça permet de se faire l'habitude de parler avec des musiciens, arriver à les diriger entre guillemets, de mettre en place une cohérence artistique ensemble, de faire un peu de technique sans pression. Oui, parce que t'es pas payé, donc la pression du coup est un peu moindre. Si au bout d'un moment le projet te plaît plus, tu peux aussi te retirer, c'est pas grave. Voilà, et ça va d'acquérir pas mal d'expérience en fait, mine de rien. C'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a ça, c'est possible de trouver des artistes comme ça qui débutent, de gens qui postent leurs trucs sur Facebook et spontanément d'aller leur proposer de travailler avec eux. Carrément. Et toi, est-ce que tu as eu des moments, j'imagine que tu en as eu, mais c'est la question que je te pose, des moments un peu, ce que j'appelle les moments aha, c'est-à-dire les moments où tu as un déclic, tu comprends un truc, alors que tu sois dans ton studio ou chez toi, où tu regardes une vidéo ou une interview ou un truc, et en fait ça t'ouvre plein de portes, tu vois, vraiment ça tourne le monde, on va dire, dans un sens auquel tu n'avais pas pensé. Et est-ce que tu as eu des moments comme ça, et c'était quoi comme moment? C'est intéressant comme question. Ouais, j'en ai eu quelques-uns, et il y en a un qui était assez flagrant. Au début, clairement, tout ce qu'on fait au début, moi, c'était clairement pas parfait, c'était même pas terrible, on va pas se mentir. J'apprenais la technique. Pendant plusieurs années, j'étais surtout focus sur la technique, j'étais pas assez sur la musique. Et du coup, les mix que je faisais, ça sonnait, mais c'était un peu plat, quoi. On va pas se mentir. Et il y a un jour où vraiment j'ai fait 3-4 pour un film, c'était un tout petit truc, mais j'ai fait 3-4 fois le mix parce que ça allait pas, on n'y arrivait pas, et à un moment je me suis dit allez vas-y, je remets tout à zéro et je le fais à l'arrache parce que là ça commence à me gonfler, de refaire 4 fois le mix parce que ça plaît pas, et effectivement on n'arrive pas à sortir l'émotion du truc. Et je me suis mis dans un truc où j'ai complètement oublié la technique pendant 3 heures, le temps de faire mon mix, et juste à pousser des faders pour trouver des volumes, à faire des trucs un peu extrêmes, etc. Et en fait je me suis mis à faire de la musique en faisant mon mix. Et en fait, le mix était cool à la fin. C'était pas parfait au niveau technique, mais il était cool. Et c'est ça ce moment-là, je me suis dit que en fait, j'ai compris que j'ai passé trop de temps à écouter de la technique, c'est-à-dire à écouter une EQ à si c'est 10 kilos ou 11 kilos qu'il faut pousser ou machin, en fait, on s'en fout. Le parti pris musical, c'est pourquoi est-ce qu'on va mettre une EQ dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Musicalement, qu'est-ce qui nous appelle à ça, en fait? C'est qu'en fait, t'étais trop la tête dans le guidon, c'est ça? T'étais trop dans les petits détails Trop dans les détails de la technique, en fait. Trop focus sur la voix, il faut qu'elle brille, faut qu'elle sorte de dingue, faut qu'on entende la guitare, faut qu'elle soit puissante, faut que machin. Mais en fait, en solo, chaque élément était bien. Mais au final, musicalement, il se passait rien, en fait. Ça faisait des mixages qui étaient souvent assez plats.
Ouais. Écoute, et souvent c'était les retours que j'avais sur les mix au début. C'était genre, ah ouais, c'est joli, c'est léché, mais il se passe pas grand-chose. Ouais. Et d'autres mixeurs, ça arrive une fois ou deux, ou un mixeur ou deux reprenait le mix après, parce que ça se fait souvent des compètes de mix. Et les mix étaient plus crades, mais musicalement, c'était plus intéressant. Ouais. Mais je sais pas si tu te souviens, Grégoire, c'était Hubert Salou qui nous racontait que quand il faisait lui-même les mastering des projets sur lesquels il travaillait, il aimait bien souvent, au moins une fois sur le disque, taper dans le rouge. Alors que c'est le truc qu'il ne faut absolument pas faire en mastering. Et à un moment, voilà, que ça sature un peu, alors pas le faire sur tout le disque, hein, mais il aimait bien ça. Et c'est vrai qu'on nous rebat sur d'idées toutes faites. Par exemple, il faut toujours, avec l'EQ, il faut toujours retirer plutôt que booster et tout. Et puis en fait, parfois, oui, tu mets un bon gros boost de 30 dB. Et ça gros truc de cochon, ça marche pas. Ça marche, exactement. T'as eu d'autres moments aussi, pareil, d'autres déclics dans ta carrière? Je crois que j'en ai eu, mais là, comme ça me vient pas. Je sais que celui-là, c'était assez important. Vraiment, c'était vraiment. Mais après, ça a été une période où des fois, je retournais, je me focusais trop sur la technique, et là, je me forçais à réécouter la musique, en fait. C'était ça. Et peut-être, le truc bien de ta démarche aussi, ça a été de recommencer à zéro, finalement. Puis d'essayer de repartir avec des oreilles neuves. Et c'est ça, avec un autre point de vue d'écoute, essayer de repartir à zéro. Écoute, on peut peut-être commencer à parler de ton studio aussi. Yes, parce que tu as créé ton studio, c'est ça, avec un ami à toi, un collègue. Exactement. Stéphane Richard, que je salue si un jour il me regarde, qui a été un autre déclic. Tiens, c'était avec lui en fait. Parce que c'est lui qui m'a appris tout vraiment sur l'orchestre. On est vraiment rentré dans le détail et je l'ai pas mal suivi sur ses sessions d'orchestre. Et puis on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai un peu été son assistant aussi. Non officiellement, mais sur beaucoup de projets, je l'ai assisté. Donc, D'accord. Et puis par la force des choses, on est devenus amis. Et moi, j'avais déjà monté une cabine, mais qui était un petit peu roots. Et un jour, on s'est dit que ce serait cool de l'upgrader, on va dire, ensemble. Et du coup, on a acheté pas mal de matos et c'est devenu notre studio à tous les deux. D'accord. Et on est associés officieusement, parce qu'officiellement, on n'est pas associés, mais officieusement, on fait beaucoup de projets ensemble et le studio, on le gère ensemble. D'accord. Et vous l'avez pensé comment, du coup, le studio? C'était quoi la chose la plus importante pour vous quand vous vous êtes dit, allez, on fait notre studio, mais la chose la plus importante, ça va être qu'il soit comme ça. C'est quoi? Alors, c'est la restitution sonore. Ça, c'est un truc que je vois souvent passer sur les forums. Pour moi, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est la qualité d'écoute. D'accord. Ça s'appelle la restitution sonore. Donc, ça va être toute la chaîne du chemin du signal pour arriver à nos oreilles. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec les plugins, on a tous les plugins de la Terre qui existent pour faire plein de choses qui sont super, c'est pas un investissement très cher. On a des logiciels qui sont très performants, des ordinateurs qui sont très performants, tout ça, ça se vaut un peu, peu importe qu'on choisit FL, Pro Tools, machin, c'est pas le débat. Mais la qualité d'écoute, c'est ce qui va faire qu'on va faire certains choix, en fait. Et de savoir si on veut effectivement, si on veut ressentir plus de grave ou moins de grave ou ce genre de choses. Et pour ça, il faut une bonne qualité d'écoute. J'ai très, très étonné en découvrant ton studio, alors qui est génial parce qu'il y a un côté, on a l'impression d'être à la maison. D'ailleurs, il s'appelle Backyard. Et donc, il y a le petit jardin à côté. Enfin, ça a l'air très sympa. Et si les gens, juste, je te coupe, si les gens veulent aller le voir, c'est sur lorisbernaud.com. Voilà, lorisbernot.com. Voilà, il y a plein de petites photos. Plein d'images, mais contrairement, par exemple, à un studio qui est pas très agréable pour le coup, qui est un bloco, c'est Twin, où c'est, mais où on sent que tout a été reconstruit pour en faire un studio. Là, on a quand même sur la pièce qui est derrière toi. Alors, tu as mis des rideaux pour pas avoir de contre-jour, mais on a quand même une grande verrière d'un côté. Enfin, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on sent que c'était une maison à la base ou un atelier ou je sais pas, que tu as repensé comme studio. Et du coup, ça m'a intrigué ça parce que j'imagine, oui, qu'en plus pour mixer du cinéma, tu dois faire en plus très attention au registre grave, que ta pièce elle est pas facile. Alors ce qui a attiré mon attention, c'est que dans le matos que tu utilisais, il y avait le fameux Trinov. Et je voulais savoir en gros quel était, je comprends tout à fait ce qui t'a amené à ce choix-là, c'est-à-dire avoir une verrière, en fait, alors que des studios sont tellement des trous à rats, obscurs et tout, travailler à la lumière du jour, c'est un vrai confort, ça je le comprends. Mais j'imagine que ta pièce, elle devait pas sonner comme ça au départ.
Et en gros, quelle est la part du traitement acoustique et du Trinob là-dedans pour avoir une configuration bossable? Vu que tu fais tout là-bas. Ouais, je fais tout, je mixe tout. Ça m'est arrivé quelques fois de bosser ailleurs, mais je fais tout. Et d'ailleurs, le choix justement de l'endroit, au niveau acoustique, il y a eu il y a eu des choix qui étaient faits, ou alors vous vous êtes dit de toute façon, peu importe l'endroit, on le traitera acoustiquement et on va se débrouiller, quoi. D'accord. Alors historiquement, le truc c'est que je me suis retrouvé ici. À la base, c'est une imprimerie, donc effectivement avec une grande verrière. Je peux même vous faire une petite visite. Donc là, derrière les rideaux, c'est une verrière. Tac, tac, tac. Là, c'est le fond de la cabine. Hop, voilà. Et c'est une pièce qui est pas mal en long, qui fait 7 mètres de profondeur sur 3,50 m de large. Et ça, c'est l'avant. Ok. Est-ce que je vois quelque chose? On voit les enceintes. Après, les gens pourront voir, il y a des jolies photos sur ton site. Je pense qu'on voit très bien sur le site. Effectivement. Yes. Et en fait, le truc, c'est que historiquement, donc, quand j'étais avec Neveu, on avait un petit studio. Moi, j'ai une cabine qui était plus une cabine de montage, en fait, à la base. Ouais. Et je bossais un peu au casque, je faisais des mix en stéréo, mais sur des petites enceintes, sur des BM5. Ouais. Et on a trouvé ce lieu où lui, il avait une grande pièce pour composer, parce que c'est donc un compositeur. Et la pièce que j'ai actuellement était un peu plus grande. Donc, je pouvais mixer des choses, mais c'était pas encore, moi, j'étais pas encore à un stade très avancé en termes d'ingénierie, on va dire. J'étais encore assistant, ingénieur, je mixais plutôt des téléfilms à l'époque. Donc pas avec un besoin très fort. Donc quand on a vu ce lieu, on s'est partagé les pièces, en fait on était 3 ou 4. Moi j'ai pris cette pièce-là et clairement j'ai posé mes enceintes, j'ai mis du son et j'ai pleuré parce que clairement l'acoustique elle était abominable. Il y avait un espèce de truc dans le bas qui était infernal. Et vraiment, ce qui est normal, parce que ça n'existe pas des pièces qui sonnent bien sans traitement acoustique. Non, c'est impossible. Et puis le bas, c'est toujours infernal. Donc... Et le pire, c'est que je vois souvent passer sur les forums des gars qui se prennent des pièces de 10 mètres carrés et qui font pas de traitement, et je me demande, enfin, qui veulent mettre des enceintes dans des pièces comme ça. C'est impossible de faire quelque chose de bien. Dans ce cas-là, il faut bosser au casque, parce que je conseille de s'acheter un très bon casque avec un bon préampli casque. Le rendu sera bien meilleur que. Bref, c'est un autre débat. Mais sur la restitution sonore, voilà. Et donc là, déjà, j'ai pleuré pendant 2-3 jours. Je me suis dit, bon, je ferai que de l'édit chez moi et je pourrai jamais faire de mix à part au casque. Mais bon, le cinéma, c'est compliqué. Et il s'avère qu'il y a un ingénieur du son qui est venu mixer un petit truc et qui m'a dit, mais si, tu peux contacter l'acousticien qui s'appelle Camille Hamel, qui est un acousticien à Paris. Il fait un truc avec des tubes, ça coûte pas très cher, tu lui envoies les plans de ta pièce, il te dit tu mets des tubes de telle longueur à tel endroit, et il va te corriger, ça va corriger grosso modo le grave. Et du coup, je lui ai envoyé un mail, bref, je lui ai envoyé les dimensions, il m'a envoyé ses spécificités, et du jour où j'ai posé les tubes, ça a tout changé. Vraiment, les bosses, elles ont disparu, alors c'était pas parfait, mais vraiment les gros accidents, j'avais 3-4 gros accidents à 60, 110, 120, des trucs comme ça. Enfin, des fréquences comme souvent, Mais de toute façon, c'est jamais, enfin même après traitement, même quand tu es au départ, c'est construit par un acousticien, tout ça, c'est jamais parfait. Après, le seul truc, c'est que la personne qui bosse doit connaître justement les petits défauts. Et faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et c'est vrai que et après de se formater l'oreille à sa cabine, quoi. C'est pas. Mais du coup, ces tubes m'ont vraiment, ça a vraiment tout changé. C'est quoi? C'est des gros cylindres, c'est ça que tu poses dans les les gros coins? cylindres. En fait, c'est des trucs en carton rigide qui sont à la base faits pour couler des pylônes en béton. C'est des tubes de 25. On en voit un. Vous voyez au-dessus là, tout en haut, le tube? Ouais, tout à fait. On voit. Et sur les photos aussi, on voit bien. Ouais. Derrière, c'est dans les coins, quoi, c'est ça? Et dans le tube est vide ou c'est tube vide, ouais. Tube, mais fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Ce qui fait que le son, quand il rentre dedans, et le temps qu'il rentre et qu'il ressorte, ça crée un délai. Et en fait, du coup, ça va se mettre en oppo de phase à la fréquence du temps d'aller-retour. D'accord. Et ça s'accorde ça s'accorde, c'est la longueur qui fait en fait la fréquence sur laquelle tu vas travailler. Ok. Ouais, donc c'est du sur-mesure, justement, en fonction des. Tu as fait des mesures avant, c'est ça, pour voir où étaient les pics, et lui, il a fait la longueur, c'est ça, en fonction. Exactement. Je sens que je vais essayer. Et tu places à tel endroit. Je vais essayer ce soir avec des rouleaux de PQ de Ils vont en coller une cinquantaine les uns à la suite. Tu vois, on se demande toujours pourquoi on garde les rouleaux de PQ. Et ben voilà. En fait, c'est pas la KF, les mecs. C'est les rouleaux de PQ. Faites gaffe parce qu'en confinement, ça peut être rare. Donc ça, ouais, du coup, ça a corrigé, on va dire, les gros creux, les gros pics. Les gros
Donc, tu as utilisé aussi des diffracteurs, c'est ça, des absorbeurs aussi Et alors après, du coup, au tout début, j'ai mis des mousses Oralex qui étaient pas mal pour tout le traitement du haut, pour matifier la pièce. Là, on est passé parce que les Oralex, c'est quand même un peu sombre et que justement, quand Stéphane est arrivé dans la boucle, on s'est dit, ce serait bien de donner un peu de fraîcheur au studio. Et Camille nous avait conseillé des panneaux acoustiques qui s'appellent GIK, G-I-K, qui sont super et qui peuvent aussi s'accorder. Qui sont des panneaux blancs en tissu très bien faits, très bonne facture. D'accord. J'ai pas du tout de sponsoring avec eux, mais je trouve que leurs produits sont vraiment très bien. Donc ça joue beaucoup aussi sur l'acoustique, mais plus pour le haut. Pour le bas, faire autre chose qu'avec des vrais résonateurs accordés, c'est impossible. Pour ceux qui commencent et qui regarderont la vidéo, malheureusement, faut passer un peu de temps à trouver des formules acoustiques pour fabriquer des résonateurs corrects si on veut traiter le bas de sa cabine. Sinon, sur le master de votre projet, vous mettez un coup de bas à 200 Hz. Plus de problème. Vous aurez un son années 80. Voilà. Mais c'est la mode des années 80. Donc, voilà. Et donc là, voilà, ça a corrigé pas mal de problèmes. Et donc, du coup, quand intervient le Trinov, justement? Le Trinov. Et assez rapidement derrière, du coup, j'avais besoin de faire des corrections. Donc au début, je les faisais avec un EQ sur le master que j'avais fait un peu à l'oreille. Et puis un jour, c'était Marc Delporte de chez Woodbrass. Je discutais avec lui parce qu'on est potes. Il me dit mais attends, il y a cette machine qui vient de sortir, ça a l'air super et tout. Et du coup, les gars de chez Trinov sont venus, ils m'ont fait un essai. Et c'est vrai que c'est bluffant, ça marche super bien. Alors ça marche comment, ce Trinov? Parce que c'est assez complexe quand même. Il y a un micro 3D, c'est ça C'est ça, si vous voulez, je peux vous le montrer si vous avez 2 secondes. Ouais, bien sûr. Ça va, toi je crois que je l'ai prêté. Attends, je te dis. Non, c'est bon, je l'ai encore. Et en direct, on va donc chercher le micro Trinov, parce que j'ai eu effectivement des personnes de Trinov au téléphone qui m'ont expliqué un petit peu. Et effectivement, c'est assez différent parce que il y a des systèmes qui peuvent ressembler de loin, comme SonarWorks ou même IK Multimédia aussi fait des. Oui, mais c'est que logiciel. C'est que logiciel et c'est surtout que le micro en fait change beaucoup parce que il va nous montrer le micro. C'est un micro très spécial. En fait, le Trinov c'est la même chose que les SonarWorks, mais en beaucoup plus poussé en fait. C'est le même principe. Donc le micro, ça ressemble à ça. Voilà. Donc en fait, c'est 4 micros. Là, les 4 points noirs, c'est 4 capsules. En fait, c'est comme si on avait 4 micros et quand on fait la mesure, on le pose tout droit, bien en face. Et en fait, le temps que le son il arrive à une capsule ou à une autre, il arrive à repérer où est l'enceinte dans l'espace. C'est-à-dire qu'il arrive à repérer si elle est en haut, avec la capsule du haut, ou si elle est plus à l'horizontale. Il va repérer aussi la distance, parce que le temps, s'il y a une enceinte qui est placée par ici, le temps que ça tape cette capsule et cette capsule, il fait la différence et il sait que du coup l'enceinte elle est à 3 mètres ou 3 mètres et 5 cm, etc. Et lui, il peut recorriger les positions de l'enceinte après. D'accord. Le logiciel. C'est la grosse différence avec SonarWorks, effectivement, c'est que tu as une vraie mesure 3D. Ouais, tu as une mesure 3D et après aussi dans le logiciel, parce qu'en fait le Trinov, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur avec un logiciel dedans et des compétiteurs. À l'intérieur, tu as une correction fréquentielle, donc il va corriger le grave, l'aigu, tout ça, très précisément. Mais aussi, ce qui m'intéressait, notamment dans le cadre du 5.1, c'est qu'il va corriger les phases et les réponses impulsionnelles des enceintes. Et donc, du coup, tu as un truc qui est vraiment précis. Ça, c'est toute la différence avec les solutions dont on parlait. Voilà. Et c'est pour une position d'écoute, c'est ça? C'est juste pour une position d'écoute ou tu peux en régler plusieurs? On peut en régler plusieurs. Moi, j'en ai réglé qu'une parce qu'en général, je suis tout seul dans ma cabine. En général, ce qui est bien d'en faire plusieurs, c'est sur les très grands volumes, genre les auditoriums de mixage cinéma, les pièces de 50-100 mètres carrés. Mais quand on a une petite pièce, dès qu'on fait plusieurs mesures, si on fait une mesure là, tout de suite, ça va créer des histoires de phase entre les enceintes, c'est pas terrible. Et alors, le résultat, du coup? Bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Et c'est du coup ce qui fait que toutes les enceintes elles sont vraiment en face parce que donc les systèmes de cinéma on a 3 enceintes à l'avant, donc on a un gauche-droite, on a une enceinte au centre et on a 2 enceintes à l'arrière. Ça c'est pour les petits systèmes de cinéma parce que on peut en avoir plus, et on a un canal de grave en plus, on a un seul. Et donc du coup toutes ces enceintes ça fait que avec le Trinov elles arrivent en face parce que le Trinov il va aussi délayer si une enceinte qui est un petit peu trop loin, il va délayer les autres pour que tout le monde arrive en même temps au point d'écoute. D'accord, et ça coûte cher un système comme ça? Ça coûte un bras, Mais bras, c'est surtout qu'avec les licences pour faire du 5.1, ça coûte, je crois qu'à l'époque je l'avais payé entre 8 et 10 000 euros, un truc comme ça. Mais après, il y a des versions stéréo qui existent qui sont moins chères. Des stéréos, c'est 2 fois moins cher, je crois. Ça se tape vers 5 000, je crois. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est à mettre
en vis-à-vis de solutions qui sont des solutions, j'allais dire maçonniques. Là, c'est les francs-maçons. Mais j'allais dire, après, c'est de la maçonnerie, quoi. C'est faire venir un acousticien, c'est refaire toute la pièce, se prendre la tête. Mais mettre même des finalement, parce que amortisseurs. finalement, même, quoi, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, toi, Loris, mais est-ce que tu peux avoir de toute façon un résultat aussi précis avec que du traitement acoustique? Je suis pas sûr. Non. Et je pense que tu peux pas avoir un résultat aussi précis qu'avec du traitement acoustique et ni qu'avec du Trinov. Oui, Ça, oui, de toute façon, même les gars du Trinov, ils disent il faut Oui. les problèmes principaux, Bien il faut sûr. les corriger en passif. Ce qu'on appelle Bien en sûr. passif, c'est avec de l'acoustique, traitement acoustique. Mm. Ouais, Et une fois que le gros il est fait, on va fine-tuner avec un Trinov. Mm. Bah, le truc qui est vrai, nous, on avait halluciné, on s'était rendu compte de ça avec SonarWorks, avec lequel on bosse notamment sur les casques. S'était rendu compte que parfois, même sur des casques qui n'étaient pas donnés, on parle de casques à 600, 1000 balles et tout, parfois on avait des différences sur la courbe de réponse en fréquence de l'oreiller de droite et de l'oreiller de gauche du casque. Donc rien que pour ça, c'est intéressant parce que quand on a un système multicanal, les enceintes ne sont pas forcément toutes exactement pareil en termes de réponse en fréquence. Alors ça dépend quelles enceintes on achète, mais peut y avoir des variations. Et rien que pour ça, c'est intéressant parce que ça permet de linéariser un peu le rendu des différents diffuseurs, quoi. D'ailleurs, t'es parti sur quoi, toi, sur les enceintes, du coup? Et après, du coup, moi, je suis parti au début, j'avais des BM12, j'ai pas mal mixé dessus. Et là, justement, quand Stéphane est arrivé, on a investi dans des ATC. Ouais. Les ATC 100, qui sont des espèces de gros bolides et qui sont vraiment, c'est génial. Pour mixer, c'est vraiment ATC, de toute façon, en général, c'est rarement mauvais. Et surtout, ce qui est très intéressant par rapport au mixage film, c'est qu'on a beaucoup de dynamique dans une musique de film. C'est-à-dire qu'il y a des passages calmes, des passages forts. Et du coup, la balance, selon les volumes qu'on envoie dans l'enceinte, le volume électrique qu'on envoie dans l'enceinte, la réponse en fréquence et même la perception peut changer. Or, avec ces enceintes-là, qu'on travaille à fort volume ou à faible volume, on n'a pas de... Arnaud, on t'a perdu. Bon, heureusement, on t'entend encore, mais rebranche ton caméscope, je pense que c'est mieux. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Je pense que ton caméscope n'était pas branché sur le secteur, je pense. Ouais, bon bah ça tombe bien, je passe sous la table. Ouais, donc du coup, et comment tu les as choisis, du coup, ces enceintes? Attends que je me souvienne, je sais plus, T'as essayé d'autres marques aussi? T'as fait un benchmark? Ouais, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait de mieux. Je crois que j'avais fait un... Si, c'était au début, ça m'est venu parce que j'avais fait un séminaire avec les Mix with a Master avec Alan Meyerson, qui est un des gros mixeurs d'Hollywood, qui a fait tous les gros blockbusters, voilà, qui bosse beaucoup avec Hans Zimmer, etc. Et lui, il bossait là-dessus. Donc du coup, c'est là où ça a un peu éveillé ma curiosité et on a eu la chance de pouvoir écouter des équivalents qui sont... Nous, on a les 100 au studio, le numéro 100, mais il y avait des 50. Ouais. Donc on a pu écouter des 50, on est allé dans 2-3 studios pour écouter, on a trouvé ça super avec Stéphane. Et puis petit à petit, on a vu que d'autres mixeurs aussi, des gros mixeurs avaient ça, donc, et notamment Sean Murphy, qui est aussi le deuxième, qui est même le plus gros mixeur Hollywood, qui fait tous les films de Spielberg et compagnie. Et lui, il mixe là-dessus, donc on s'est dit que logiquement, c'était pas trop idiot de faire la même chose. Ouais, tu m'étonnes. Et là, tu nous racontais que t'étais équipé en 5.1, du coup, tu avais 3 enceintes devant, c'est ça, 2 derrière et un caisson de basse. Le mois dernier, on a reçu Anaïs Liebold de Dolby, qui nous a un petit peu parlé de Dolby Atmos et tout ça. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus, du coup? Est-ce que tu comptes multiplier, du coup, le nombre d'enceintes ou pas? C'est quoi ta vision sur le futur du surround, du coup? Ouais, alors, il est revenu, génial. Yes. Avec des piles, ça marche beaucoup mieux. En fait, j'ai fait perdre il était branché, mais non. Je vais juste finir parce qu'il y a un petit point intéressant qu'on n'a pas abordé, parce qu'on parle du gros matos qui est visible, mais il y a un truc qui est très important juste avant de finir le sujet de la restitution sonore, c'est les câbles. Les câbles qui sont très souvent négligés, et pour avoir fait... Au début, j'avais tout câblé moi-même, j'avais acheté du Mogami de bonne qualité. Quand je bossais à Microbe, j'avais fait tout le câblage moi-même, donc je savais faire de la soudure à l'argent, etc. de façon correcte. Et donc, j'avais câblé tout mon studio ici moi-même, avec des bons connecteurs, de la bonne soudure, des bons câbles. Et un jour, on nous a prêté des Vovox, on a essayé, et ça a été une grosse claque. Vraiment. Ouais. C'est dingue. Le son pour relier les enceintes du contrôleur de monitoring aux enceintes, ça changeait le son. Vraiment. Mais c'était flagrant, c'était vraiment pas
Et pourtant, à la base, c'était du Mogami que j'avais pris, qui est quand même une qualité Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc à retenir. C'est bien de s'acheter du matos, mais il y a un moment, il faut aussi vraiment prendre soin de ses câbles et prendre des câbles de qualité, parce que acheter une machine qui vaut 3000 € et mettre un câble à 10 € derrière, c'est pas lui rendre honneur. Ouais. Et des C'est fois, vrai, ouais. on gagne beaucoup en changeant juste le câble, même si le câble il vaut 50 ou 100 balles. Par rapport au prix de la machine, c'est quoi? C'est 5% ou 10% du prix de la machine. Ouais. Voilà. Là, c'est une liaison quoi, analogique, c'est ça, symétrique? Ouais, c'est ça. D'accord. Pour les enceintes, c'est ça. Et en fait, le Trinov, en fait, lui sert de convertisseur. Il fait la conversion numérique analogique. Et après, il y a un câble qui part vers l'enceinte. Pour le D'accord. coup, qui est en Vovox. Alors après, je cite Vovox, mais il y a plein d'autres qualités qui sont super. Hein. C'est pas... Là encore, je suis pas endorsé par Vovox. Hein. Mais c'est juste de prendre, ce que je veux dire, c'est de prendre du bon câble de qualité. Pas Ouais, l'oublier. d'accord. Alors, le Dolby Atmos, du coup. Donc, l'Atmos. J'ai fait quelques trucs en Atmos, notamment l'année dernière, j'avais enregistré Lumpal à Bercy en Atmos et c'est de sorte. Je trouve ça intéressant comme format. Alors après, le truc, c'est que pour avoir une bonne restitution, je suis un petit peu dubitatif en fait sur le sujet. D'accord. Dans le sens, déjà, dans les salles de cinéma et quand on va chez les personnes qui écoutent juste en 5.1, déjà, pour avoir une bonne restitution 5.1, c'est très rare. Les salles de cinéma sont pas toujours très bien calibrées. Selon si on est devant, derrière, sur les côtés, du coup, ça flingue complètement la balance se rende. Donc, en fait, dans une salle de cinéma, il y a peut-être 30-40% des personnes, celles qui vont être au centre, qui vont vraiment bénéficier du surround. Donc, si on applique ça en plus à l'Atmos, c'est le même principe. L'Atmos, c'est le fait d'avoir des enceintes au plafond, en plus, avec des sons qui viennent d'au-dessus. C'est quand même, au niveau technique, une débauche technique, parce que ça fait que des fois, on a des salles de cinéma avec 50 enceintes au plafond, plus une quarantaine sur les côtés. C'est ça, les grosses salles, les multiplex, c'est ça. Mixer en Atmos, c'est aussi, ça prend plus de temps, donc les productions elles n'aiment pas trop, et en plus il faut avoir ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, mais il faut avoir l'agrément Atmos, c'est-à-dire quand on va mixer un film en Atmos, pour pouvoir dire qu'on l'a mixé et le diffuse dans une salle, il faut que Dolby le valide, et pour ça, pour avoir l'agrément, ça coûte cher, quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros, d'accord. Voilà. Je connais pas le prix exact, mais je sais que quand on avait fait Lumpal, du coup il fallait que la production elle achète quelques milliers d'euros le fait qu'ils aient le droit de diffuser, même s'il l'avait déjà mixé en Atmos, qu'ils aient le droit de le diffuser en Atmos, légalement. D'accord. Parce que c'est un format propriétaire à Dolby. Ouais. Mais Lumpal, du coup, tu l'as mixé dans ton studio ou tu t'y es pris comment, du coup? Non. En fait, je l'ai mixé, c'est Pierrick. Alors, c'est Pierrick Devin qui avait fait le mix stéréo, qui a fait une première balance stéréo, parce que c'est lui qui fait les albums, qui fait la production de Antoine. Donc, du coup, lui, il avait fait le mix stéréo. Moi, j'ai récupéré ça. J'ai fait vraiment le format 5.1 assez ouvert. Enfin, pas 7.1, mais déjà en ouvrant un peu sur les côtés et tout. Et après, je suis allé dans un studio qui s'appelle Piste Rouge, avec un ingénieur qui s'appelle Fabien Devilliers, qui lui fait beaucoup d'Atmos et qui est aussi musicien. C'est pour ça que du coup, moi, je voulais aller là-bas. Et on a fini le mix ensemble. Enfin, c'est lui qui a placé les trucs au plafond parce que c'est lui qui fait vraiment la technique là-dessus. Moi, j'étais là un peu pour superviser, vérifier que le mix 5.1 que j'avais fait se transposait bien en Atmos. Et lui, en plus, étant musicien, du coup, il a porté sa touche aussi. Donc, on a vraiment fait un truc qui est cool. La restitution, elle est super. Ouais, ça t'a convaincu, l'Atmos pour la musique c'est un ça truc. m'a convaincu. Là, j'étais dans une situation où il fallait restituer une salle de concert. Donc, l'idée était super. Vraiment, quand on écoutait le résultat, t'étais à Bercy, quoi. Mais au casque, c'est comment l'expérience au casque? Parce qu'en fait, c'est sympa quand tu vas voir en cinéma, ou t'as le cinéma qui est équipé. Mais en fait, les trois quarts des gens, en fait, après chez eux, au mieux, ils ont un système 5.1 un peu pourrave, enfin, pas forcément bien calibré, et puis ou une barre de son, ou juste une télé stéréo. Et du coup, ça va se finir au casque. Qu'est-ce que tu penses des simulations, justement spatiales? Quand on fait ce qu'on appelle des down mix, c'est-à-dire qu'on réduit effectivement un format supérieur, donc ça va être Atmos 7.1, 5.1 en stéréo. Les down mix, ça marche à peu près, mais t'as pas la sensation d'être dans une salle de cinéma, clairement. Et il commence à y avoir des outils pour ça. Alors après, je les connais pas tous. Il y en a peut-être qui existent maintenant qui sont bien, mais tu as des choses qui sont sorties chez Plugin Alliance pour simuler, effectivement, quand tu es dans un studio 5.1. Oui, voilà. Ça marche à peu près, mais je suis pas hyper convaincu encore, je t'avoue. Ça donne une sensation, mais t'y es pas, quoi. Et du coup, tu t'y prends comment? Du coup, tu avais accès à des prises de son du public. Tu fais comment pour restituer le son d'une salle de concert en fait en surround? T'avais accès à quoi comme source? Alors il y avait l'ingénieur du son Sylvain qui avait enregistré, donc lui qui a enregistré le plateau, donc lui j'ai récupéré tous ses micros de sonorisation, il y en avait une 60aine. Et après moi je suis venu et j'ai placé une 40aine de micros d'ambiance dans Bercy. D'accord. Ah ouais.
dont j'ai fait un quadrillage donc de 3 x 3 en fait au plafond. Alors Bercy, ça fait quand même 80 mètres de long sur 40 de large, donc c'est pour mettre des micros, faut un peu courir. Et donc en mettant donc ce qu'on appelle des micros-douches, tac tac tac, j'en avais mis plein au plafond, plus après un micro ambisonique, plus des micros autour de Sylvain, donc qui lui était dans le public, plus des micros devant de scène. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux d'ambiance en fait, et après au mix on a joué un peu avec tout ça. D'accord. Pour recréer des plafonds, des côtés, des arrières, pour donner la sensation que des fois le son vient de derrière quand t'as des gens qui gueulent un peu plus derrière. Antoine, du coup on lui avait demandé, il avait fait un truc vraiment en faisant justement chanter au début les gens qui étaient au fond du public, puis ceux qui étaient devant. Donc on est après cette sensation d'espace, de jouer avec ça. Excellent. Mais ça c'est un cas particulier en fait. Les films, un film lambda, un film d'auteur par exemple, n'a aucun intérêt à être mixé en Atmos parce que ils vont juste avoir 3 piou-piou et une porte qui s'ouvre au fond à droite. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je suis même pas sûr qu'il y ait un intérêt sur les stéréos parfois. Je te confirme. Et du coup, t'as utilisé aussi des traitements ou t'as juste utilisé finalement l'espace recréé par tes micros, ou t'as utilisé aussi des reverbs, ou des effets vraiment surround ou pas? Tu te souviens de ça? Très bonne question. J'ai pas utilisé beaucoup de reverb. Je crois que j'en ai utilisé un petit peu pour faire un fond quand même, un petit fond d'espace sur certains passages. Mais très peu en fait parce qu'on avait déjà énormément d'ambiance en fait avec les micros. D'accord. Stéphane pour le coup lui il est en train de mixer un truc en Atmos en ce moment, un genre de film documentaire qui se passe dans la forêt. Et là pour le coup lui il utilise des reverbs parce qu'ils ont enregistré en Atmos dans un studio, donc une musique de film. Il a fait des placements en Atmos, mais il faut en plus rajouter un peu des plafonds, créer une ambiance encore plus grande, etc. Donc là, quand c'est une musique pure et dure, comme ça, c'est intéressant de rajouter un peu des reverbs. D'accord, ok. Effectivement. J'avais une autre question, moi, mixage, alors pas sur le sound cette fois, mais sur le mixage proprement dit. On avait eu, nous, Frédéric Dubois, déjà en interview sur Audio Fanzine, qui est monteur son, et qui nous avait montré notamment comment il faisait le son d'une poursuite en bagnole pour un film de Besson, je crois que c'était Taken ou un truc comme ça. Et en fait, et toi, en fait, ton boulot, c'est de recevoir c'est la sonorisation du film et les musiques. Et en fait, comment tu gères l'interaction entre les deux? Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je me demandais. C'est-à-dire que quand à un moment, si tu veux, dans un film, tu as une partie d'action. C'est-à-dire, à la fois, tu as les bruitages qui sont très forts, à la fois, tu as la musique qui est très forte. En fait, comment tu gères? Est-ce qu'il y a des tricks? Est-ce que, je sais pas, tu fais du sidechain avec de la compression multibande pour faire passer des trucs à certains endroits? Enfin, ça marche comment, en fait? Alors ça, c'est un sujet qui est un peu long. Pardon. C'est pas aussi simple que ça. C'est le boulot du mixage. Là, pour le coup, c'est vraiment purement technique. Alors moi, déjà, là-bas, je fais plus de la musique. Ça fait quelques années que je commence à faire du mix. C'est ce qu'on appelle le mix son. Il y a le mix musique pour un film. Et le mix son, ça fait quelques années que j'en fais, mais je suis moins aguerri à l'exercice. C'est pas toi qui incorpore, qui à la fin fait le mix final? Non. Musique et... Ah oui, d'accord. Non, moi je fais vraiment, à la base, je fais que la musique. Et après, je le fais pour des séries, ce genre de choses. D'accord. Je l'ai pas encore fait sur du long métrage. Je pense que tu viendrais. Là, aujourd'hui, par exemple, je bossais sur un court métrage. Ça m'arrive quand même régulièrement de faire des courts métrages ou de la série. Et notamment, je fais une série, si j'en viens à ça, parce que je fais une série pour Lego, les jouets, là. Et eux, il y a des scènes d'action. Il y a pas mal de scènes d'action dedans. Donc, il y a vraiment ce truc-là de la course-poursuite avec de la voiture et en plus un mec qui gueule, qui appelle un autre gars qui est là-bas. Enfin, tu vois, du coup, tout ça, ça passe. Le truc principal, pour y arriver, ça va être de... Alors, il y a l'histoire du sidechain où, effectivement, sur la musique, souvent, la voix, elle va baisser un peu dans la bande médium de ses fréquences à elle. Dès qu'elle va parler, ça va baisser un peu sur la musique, par exemple. Les fréquences de la voix sur la musique. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'attention, en fait, ce qui est intéressant, c'est de garder l'attention de l'auditeur sur ceux qui voient à l'écran. Donc, si on a un gros dérapage de bagnole qui nous passe devant, là, on peut favoriser plutôt le sound design que la musique, parce qu'on aura plus besoin d'illustrer la voiture qui passe. Tout comme si d'un seul coup, on est dans une course-poursuite et qu'il y a Jean-Michel qui veut parler à sa copine qui est juste à droite dans sa voiture, là, on va pouvoir baisser le sound design et laisser passer son dialogue. Donc, ça va être pas mal de suite de volume déjà pour arriver à faire passer les éléments. Après, il y a un truc qui m'avait vraiment marqué il y a quelques années, c'est là où j'avais vraiment compris comment ils faisaient. Sur les gros films américains, je crois que c'était sur Avenger, quand on écoute une scène d'action, en fait, ils font musique, sound design, musique, sound design. Et toutes les 2 secondes, en fait, ils passent.
Et le D'accord. cerveau, en fait, nous on se rend pas compte en tant qu'auditeur, mais le cerveau reconstruit l'information. Ah ouais, d'accord. Dès qu'il y a un sound design, bam, ils le mettent super fort, mais dès que c'est fini, hop, ils le rebaissent. Et en fait, on voit des immeubles qui s'écroulent, mais on les entend pas vraiment en fait. Et là, il faut D'accord. mettre la musique à fond. Parce que les D'accord. immeubles qui s'écroulent, ils sont au loin. Et dès qu'on va se rapprocher des immeubles qui s'écroulent, ils vont le mettre vachement plus fort. Et par Ouais. contre, ils vont baisser drastiquement la musique. Mais en D'accord. fait, comme on a entendu la musique 2 secondes après et qu'on va l'entendre 2 secondes avant et qu'on va l'entendre 2 secondes après, on va reconstituer en fait. Ouais. Mais ça, c'est un travail de fourmi, parce que ça veut dire Ouais, vraiment c'est de bah oui. l'automation hyper. C'est Voilà. du suivi à fond, quoi. C'est du suivi à fond. Ouais. D'accord. C'est comme un suivi de voix dans de la musique en fait. Ouais. C'est le même principe. Ouais. Ouais. Et toi, comment en tant que mixeur musique, du coup, c'est quoi la relation avec le mixeur son? Est-ce que toi, tu prépares le terrain au niveau du mixage de ta musique pour le résultat final ou pas? Tu fais comment en fait? Alors nous, ce qu'on fait, c'est déjà un mix musique. Je pars d'un mix musique stéréo. Après, on fait le 5.1. Et souvent, même tout le temps, j'appelle le mixeur son avant de vraiment terminer pour discuter si jamais lui, il a des demandes spécifiques par rapport à ce mix son. D'accord. Ce qui est intéressant dans la musique de film, c'est qu'on est une enclave dans une énorme équipe. Et moi, ce qui m'intéresse plus que dans le disque, c'est des toutes petites équipes. Nous, on est des grosses équipes. On est au milieu de quelque chose. Donc, c'est intéressant de savoir comment l'autre personne va, lui, acquérir notre travail, en fait, et va l'inclure dans son travail à lui. D'accord. Et du coup, ça c'est en discussion. Effectivement, je te prépare le terrain. Des fois, il y a des mixeurs son, par exemple, qui n'aiment pas du tout qu'on mette du sub, parce que selon les salles de cinéma, le sub, ça peut être très mal calibré, donc ça peut vraiment foutre le bordel. Ouais. Ou des fois, il y a des mixeurs son qui vont dire, bah, tu me le livres après, mais il faut pas que ce soit prédominant dans la musique, parce que si jamais moi j'ai besoin de le couper, il faut pas que ta balance elle soit pétée. Ouais. Donc voilà, c'est ce genre de discussion qu'on a pour que, bah, effectivement, le travail que moi j'envoie, c'est déjà mixé, je lui envoie ce qu'on appelle des stems, c'est-à-dire que je vais imprimer un mix, mais je vais imprimer aussi, par exemple, s'il y a basse batterie guitare dans la musique, je vais faire une piste 5.1 avec tous les micros, le mix juste des batteries, le mix juste des basses et le mix juste des guitares. Et lui, il va travailler à partir de ça. D'accord. Parce que si dans une scène, par exemple, au moment où ça joue de la guitare et qu'il y a un mec qui se met à parler, plutôt que de baisser toute la musique, il va baisser juste la guitare pour qu'on entende bien la diction du mec et qu'en même temps, on n'ait pas besoin de baisser toute la musique, garde la batterie, la basse, et que l'élément gênant, voilà, on retire juste l'élément gênant le moment venu. Ça lui donne une bonne souplesse quand même. Et, Voilà. et tu fais plusieurs mix aussi différents, j'imagine, pour peut-être la BO, la bande originale, qui sera peut-être disponible sur disque, sur CD, ou tu te débrouilles comment? T'as combien d'exports à faire généralement? Alors en général, je fais entre 8 et 10 thèmes. Selon la richesse de la musique, des fois on en fait plus. Un mix 5.1 et je couche un mix stéréo systématiquement. Effectivement, qui va servir pour la BO. En général, on sert de celui-là, qui est une réduction lambda. On met le centre à -3 sur les côtés. Enfin voilà, il y a tout un truc de réduction. D'accord. Mais des fois, comme on n'a plus le rapport à l'image pour quelqu'un qui va écouter la BO, par exemple sur le film de Kaamelott, c'est un peu ce qu'on a fait, parce que j'ai travaillé sur Kaamelott récemment. On a mixé j'ai mixé le 5.1, et quand on n'a plus le rapport à l'image, on n'a pas exactement la même sensation musicale. Parce qu'il y a des événements à l'image qui vont être soutenus par la musique, et en fait, on va mettre, on va mettre un corps ou une trompette super fort pour illustrer un truc qui se passe à l'image, mais en fait, on n'aura pas besoin d'illustrer aussi fortement. Donc là, c'est intéressant de revisiter un petit peu le mix en vue d'un mix stéréo qui va être écouté, on va écouter que la musique. D'accord. Ça dépend des bandes originales. Il y a des bandes originales où il n'y a pas besoin de faire ce travail. On réécoute le mix stéréo, on trouve que la balance elle est super et ça reste tel quel. Et puis des fois on repasse dessus. D'accord. Et tu vois, moi, c'est la question vraiment con que je me suis posée. Mais en fait, comment t'apprends à mixer de la musique de film ou à mixer un film, en fait? Parce que, tu vois, quand tu fais de la musique, bon, bah, tu peux d'abord faire de la musique chez toi, tranquillement. Tu vois, tu mixes tes propres morceaux et puis finalement, t'apprends comme ça. Mais tu vois, un film ou une musique de film, bah, tu vois, t'en trouves pas comme ça, quoi. Donc, comment t'apprends, en fait? Tu t'entraînes avec du LSD. Tu mixes de la musique en prenant du LSD. Beaucoup de LSD, ouais. Tu fais ton film dans ta tête. C'est ça. Non, mais comment t'apprends, du coup? C'est un peu comme quand tu fais du snowboard. On m'avait dit, quand tu commences à faire du snowboard, t'arrives à passer ton premier virage, et puis après, tu bouffes du kilomètre, et puis tu te vautres, et c'est exactement pareil, quoi. Non, tu commences par des petits films. Au début, ce qui était cool, c'est que j'ai eu la chance de bosser donc, avec Eric, qui me faisait totalement confiance, et on bossait plus sur des téléfilms, donc où il y a moins de pression. À partir du moment où tu as des oreilles qui sont pas trop pourries, de toute façon, tu peux faire des choses correctes qui vont pas être les meilleures. Et puis au fur et à mesure du réseau, de bosser sur des films qui vont être sans arrêt
plus gros, avec des prods plus importantes, et puis se retrouver sur des gros films. Mais c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain où tu apprends à mixer correctement du 5.1. On a tous fait des petites erreurs, tant que ces erreurs ne sont pas dommageables dans la narration du film, ça passe. Ouais, et quand tu fais du mixage film, du coup, c'est quoi les plans galères, les plans que tu vois arriver et tu te dis, oh là, ça va être compliqué. C'est quoi les choses les plus dures à faire finalement, à gérer? Les choses les plus dures à faire dans le mix son, c'est l'histoire de planning, souvent. D'accord. Ça, c'est très compliqué, les histoires de deadline, parce qu'on essaye de prévoir un planning avant avec des rendus à faire à telle date. Sauf que des fois, par exemple pour Lego, des fois il y a un épisode qui est très simple à faire parce que c'est que des personnages qui discutent, et puis des fois il y a 5 minutes de course-poursuite, et là les courses-poursuites c'est très très long à mixer. Sauf que on a prévu c'est 2 jours par épisode pour mixer un épisode de 10 minutes, et du coup là c'est des journées de 15 heures pour arriver à être rendu à la date. Donc, et ça arrive régulièrement. Ou de découvrir, par exemple, sur un court-métrage que je suis en train de faire, les directs qui ont été enregistrés sur le plateau, ils sont dégueulasses. D'accord. Le truc que j'avais prévu de mixer en une demi-journée, ça fait 2 jours et demi que je suis dessus, et bon. Et là, du coup, c'est quoi? C'est Isotope RX à Donf? Ouais, c'est un mélange de trucs, des bruits il y a plein de petits bruits de papier, des trucs comme ça, ou des mecs qui parlent derrière. Donc, c'est beaucoup de montage aussi, d'aller chercher des ambiances, de reproduire des... Mais ouais, beaucoup de Isotope. Ok. Moi, je voulais savoir aussi à quel point chaque film est différent. C'est-à-dire que est-ce que tu fonctionnes avec des templates et finalement assez rapidement tu as des automatismes qui se mettent en place sur les voix, sur les bruitages et tout ça, ou c'est vraiment chaque film est hyper différent suivant ce qu'on te demande de faire aussi. Toi, tu bosses comment là-dessus? Je considère que chaque film est différent. J'ai des templates, mais qui sont des templates vraiment techniques. Plus que artistique, c'est pas pour les voix, je fais jamais je pars d'un traitement, mais c'est juste il y a un EQ qui est enclenché et un départ reverb, mais la reverb je la règle différemment à chaque fois parce que ça dépend vraiment du film. J'ai pas direct une piste avec 20 inserts dessus et je sais que ça passe dans les tuyaux. Non, je fonctionne pas comme ça. Par contre, j'ai un template purement technique avec tout le routing qui est prévu pour enregistrer dans tous les stems avec toutes les reverbs, machin, qui part. Mais après, les réglages à l'intérieur des effets et les choix que je vais en faire, ils vont être différents à chaque fois. Ouais, d'accord. Alors j'avais aussi une question, il y a un truc qui m'a super interpellé quand j'ai regardé la fiche technique de ton studio, et c'est le geek en moi je me suis dit mais comment ils font exactement? Vous avez monté un studio B apparemment, et en fait vous parlez donc c'est un autre studio, c'est ça, à côté de ton studio à toi, et vous parlez de bosser en même temps avec un système de clonage de sessions, et je me suis dit comment ils font, ils mettent la session sur un NAS, c'est ça, c'est comment ça se passe techniquement en fait pour bosser à deux en même temps sur une même session Pro Tools? Comment on fait? Alors non, on bosse pas sur une même session Pro Tools, attention. D'accord. J'ai ça, mais on bosse sur un même projet au sens global du terme. C'est-à-dire on travaille sur un même film. Okay. Non, on peut pas. Non, on n'a pas encore réussi à trouver le truc. Non. Est-ce que il y a des softs qui le font, mais à mon avis, Pro Tools se le fera en 2045 quand même. Ouais, je pense. Ouais. Il y a les mecs, 2145, je sais pas si t'avais essayé ça. Il y a les mecs d'Homeforce, les Français, qui ont fait un séquenceur qui s'appelle Home Studio, mais Home écrit OHM, je vois bien. et qui fait du collaboratif en temps réel. Et c'est une sorte de Google Doc, mais appliqué à l'audio. Et c'est assez bluffant leur truc. Et effectivement, tu peux bosser en temps réel à plusieurs sur le même projet. Et tu vois les mecs qui rajoutent leurs pistes, qui font leurs edits, c'est assez comme sur Google Doc, quoi. Et... J'avais vu passer ce truc-là, j'ai jamais essayé, mais ouais, ça avait l'air assez. Je me demande techniquement comment ils arrivent à monter un truc comme ça, mais tant mieux. Pour en avoir discuté avec eux, c'est vraiment un logiciel qui doit être pensé comme ça dès le début. C'est-à-dire que c'est pas possible de faire devenir un Pro Tools ou un Cubase ou un Logic comme ça. Il faut vraiment le penser dès le départ, parce que c'est que de la gestion de droit, justement. Qu'est-ce qui se passe si je suis en train d'éditer le même élément que mon copain, et donc voilà. Mais intéressant en tout cas cette histoire. Je voulais terminer parce que bon là ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On va pas te prendre trop de temps non plus. Par un truc un peu moins technique, t'es membre de l'Académie des Césars. Alors comment ça s'est fait et ça consiste en quoi exactement? Depuis cette année. Oh yeah. Tout fraîchement. L'Académie des Césars, en fait, le principe, c'est vrai que c'est assez méconnu de comment ça fonctionne derrière. Le principe, c'est que c'est une académie de 4500 personnes qui sont des professionnels du cinéma. Et pour devenir académicien, ce qui s'appelle académicien, en fait, il faut prouver qu'on est professionnel, plus être parrainé par 2 personnes qui sont déjà membres de l'académie, en gros.
Et à ce moment-là, on rentre dans l'académie, et ce qui se passe, c'est qu'on peut voter, on reçoit ce qu'on appelle le coffret des Césars, c'est un coffret avec tous les DVD qui sont sortis pendant l'année, les films français ou quelques films étrangers. Et on a 3 ou 4 mois normalement pour visionner ces films, enfin ceux qu'on n'a pas vus pendant l'année, parce qu'on est censé quand même aller au cinéma, dans l'idée, et ceux qu'on n'a pas pu voir pendant l'année, on peut les voir en DVD. Et du coup, on va pouvoir voter, c'est en 2 tours en fait, on va pouvoir voter pour les 5 meilleurs espoirs féminins, les 5 meilleurs espoirs masculins, les 5 meilleurs films, etc. On rend le vote, là on l'a rendu le premier tour, on l'a rendu hier ou avant-hier, et c'est pour ça que là, aujourd'hui même, c'est sorti la liste des 5 finalistes pour chaque catégorie. On va revoter en fait dans un mois, ça nous laisse un mois, on a un mois pour revisionner ceux qu'on n'a pas vus, et du coup voter pour la meilleure actrice, le meilleur acteur, etc. Et c'est ça qui est connu du grand public, c'est la cérémonie de remise des prix en fait, des 2 tours qui ont été sélectionnés par les personnes du milieu. D'accord. Bon, voilà comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça c'est dommage qu'il l'explique pas, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le fonctionnement. Ils regardent juste la cérémonie en se disant mais pourquoi lui c'est le meilleur acteur et la meilleure actrice. Oui, et puis c'est limite, ça peut apporter de la paranoïa. On se dit ouais, mais c'est truqué, c'est machin. Du coup, vu qu'on sait pas comment ça fonctionne, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont parano vis-à-vis de ça. Après, il y a des choix un peu aberrants qui se font, parce qu'il y a aussi, on sait tous, il y a un peu de copinage qui se fait. On se souvient de l'affaire Polanski. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais oui, bref. Oui. Bon, Arnaud, tu voulais terminer sur Polanski, du coup? Tu avais d'autres choses à rajouter ou pas? Pas sur Polanski, peut-être plus sur Pôle emploi. En fait, c'était juste savoir... non, c'était savoir comment ça se passait aussi en ces temps de Covid. C'est-à-dire, est-ce que toi, ça n'a rien changé pour toi? Alors, j'allais dire, tu es dans ton studio, donc t'es pas... j'allais dire, tu es évidemment... Enfin, j'imagine que oui, il y a moins de prises avec 70 musiciens, et que ça doit être casse-bonbon quand tu dois le faire, parce que c'est les masques, les machins et tout. Mais je voulais dire, même, est-ce que, vu que les cinémas sont fermés, ça veut dire quoi en termes de budget? Alors déjà, en général, le son, et encore pire, la musique, ça a tendance à être, je crois, le parent pauvre dans les budgets des films. Hein. C'est-à-dire qu'en général, tout l'argent va d'abord aux acteurs qui doivent porter le film, et puis après, réalisateur, et puis tout au bout. En fait, je crois, si vous devez être juste avant les costumiers, en fait. Mais, c'est ça. Un truc comme ça. Mais voilà. Donc déjà, voilà, c'est pas facile de faire de la musique de film ou même de documentaire. Hein. On a un ancien collègue qui s'est mis un moment dans la musique de documentaire. Il a fait quand même un docu pour un moment qui devait être diffusé sur France Télévisions, et on lui proposait de faire 1 heure de musique pour 7000 balles, quoi. De composer 1 heure de musique pour 7000 balles. Enfin, et pour un documentaire encore, ça va. Hein. Ouais, voilà. Et voilà, mais c'est vrai que ça a vite fait d'être chaud, quoi. Et voilà, savoir en fait comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait un écroulement aussi un peu avec Covid en ce moment? Alors il y en a un dans le milieu du cinéma pur et dur. Bah oui, parce que comme les salles sont fermées, du coup les producteurs savent pas qu'on va sortir leur film, donc ils ont tout mis en stand-by. Ils en ont mis une grosse partie en stand-by. Les séries télé, c'est pas pareil, parce que ça peut sortir sur les plateformes de streaming. Ils continuent, grosso modo. Mais vraiment, les films qui sont censés sortir en salle, pour des points de vue économiques, ils les mettent en stand-by pour ne pas avoir à payer les gens et à se retrouver à devoir attendre 6 mois avant que le film sorte et commence à avoir de la rentabilité. Donc là, il y a un creux. Par contre, on se doute que quand ça va repartir, les salles vont rouvrir. Là, on va se faire ouvrir parce qu'il y a plein de productions qui vont se relancer. Et comme ils ont eu un manque à gagner, ils vont vouloir faire plein de films. Donc ça fait un peu comme ça, et puis après, ça va repartir plus fort. Ça, c'est pour l'industrie du cinéma. Après, moi, je travaille pas que avec dans cette industrie, je fais aussi dans l'animation. Et là, l'animation, pour le coup, les animateurs, ils ont pris leurs ordi, ils sont tous partis chez eux et ils continuent de travailler. Il y a eu une semaine, et après, c'était genre comme ça. Et puis après, on fait beaucoup de trucs en dématérialisé. Il y a 1 ou 2 films que j'ai fait où ils avaient déjà tourné avant le Covid. Donc, du coup, on a fait les mixages via des Zooms et des trucs comme ça, en envoyant nos fichiers. Et maintenant, ça se fait très bien. Ça, c'est vraiment... Puis on a l'exercice, mais ça se fait très bien. On a vu, il y a eu quelques petits mini-scandales, là, notamment avec, je sais pas si tu entends parler de l'affaire de Villeneuve avec HBO et Warner, je crois, en fait, où il devait sortir son film à la base en salle, et puis Warner, qui veut pousser à mort son truc de VOD, plutôt que de sortir le film en salle, s'est dit, allez, on met ça en VOD, enfin, en streaming. Et bon, enfin,
voilà, c'est aussi parce qu'évidemment, quand on est confiné, les plateformes de streaming ont beaucoup plus de succès. Ah bah oui. Ça devient le nouvel Eldorado. Mm. Et surtout, et encore plus si les cinémas sont fermés. Ouais. Ouais. Mais ça pose un problème parce que par exemple, pour tous ceux qui touchent des droits d'auteur, dont les musiciens, mais il n'y a pas que eux, en fait, sur les plateformes de streaming, ils se font complètement avoir. Tout comme les Spotify, ça je pense que tous ceux qui font un peu de la musique savent que sur Spotify on est très mal rémunéré. Netflix c'est une catastrophe, c'est pareil, c'est clairement c'est ridicule ce qu'on touche par rapport au nombre de visionnages. Ouais. Là où dans une salle de cinéma, en fait, quand on paye le prix du billet d'un cinéma, il y a X, alors je sais plus combien c'est, mais il y a X dizaines de centimes qui reviennent aux artistes. Ouais. Du coup, ça c'est une grosse part des revenus en fait des artistes. Donc souvent c'est un peu, et là où c'est dangereux, c'est que souvent le producteur va dire ouais mais je te paye un peu moins cher ton cachet, mais en même temps tu sais que sur le prix des entrées tu vas te faire du blé. Ouais. Oui, il y a des artistes qui acceptent, sauf que quand le film il sort après en streaming, hop, puis là il n'y a pas de recours possible. Ouais. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui sont fait avoir comme ça. Alors, après c'est pas pour cracher sur les plateformes, hein, et il y a aussi d'autres bénéfices, mais bon. Ouais. Moi, je suis bien curieux de savoir, en tout cas, quand ils vont enfin nous faire des films sur Covid, parce qu'ils sont toujours pas arrivés, les films sur Covid, mais ça fait quand même 1 an que ça dure, cette connerie. Mais il y a eu un truc comme ça qui est sorti sur Prime ou un truc dans le genre. Ah, si, c'est des gens qui sont confinés. Ouais. Mais moi, je suis curieux de savoir, c'est quand ils feront vraiment un truc sur toute l'histoire de Covid, comment les preneurs de son vont faire pour capter les voix des mecs derrière les masques, en fait. Je suis très curieux de savoir. Parce qu'au niveau son, ça va... On va faire prendre un petit speakerphone, faire une petite impulsion sur un masque. Là, DPA et Shops, ils ont intérêt à trouver des solutions. Là. Ouais. C'est clair. Bon, écoute, merci en tout cas, Loris. Voilà, on va pas te prendre plus de temps. Hein. Déjà, c'était merci passionnant. de nous avoir Allez voir le site de Loris parce qu'il y a tout son impressionnant CV et plein de choses d'ailleurs dont on n'a pas parlé, le théâtre, la pub. On pourrait limite se donner un autre rendez-vous là parce que franchement, il y a plein de trucs. C'est pareil, on n'a pas parlé des instruments virtuels. Ah ouais, on n'a pas abordé la discussion. Si vous voulez, on peut le faire un petit peu. Moi, allez, vas-y, vite fait là. En bonus, bonus du DVD. Bonus, les instruments virtuels. Ouais, si, parce qu'en plus, c'est assez intéressant en termes de production purement musicale. Alors, les instruments virtuels, donc, ce qui se passe, c'est que les musiciens, notamment beaucoup pour l'orchestre, mais surtout les instruments, pour faire valider un réalisateur, un compositeur de musique de film qui veut faire valider un réalisateur, il va donc faire valider ses maquettes avec des instruments virtuels. Ça va sonner à peu près correctement, mais il n'y aura pas l'intention de jeu d'un vrai musicien. Puis il n'y aura pas la production sonore vraiment de comment est-ce qu'on place les micros en fonction de la salle, en fonction de ce qui va être joué, etc. Donc des fois ça sonne bien, donc des fois le producteur, comme on disait tout à l'heure, va dire ah c'est trop cool, vous gardez ça. Ouais. Et puis des fois on a la chance de pouvoir enregistrer. Alors donc ça c'est très bien quand on peut enregistrer 50, 60, 80 musiciens, c'est super. Souvent on fait des séances à 20, 30 musiciens parce que ça coûte quand même vachement moins cher et le rendu est déjà, on a quand même un rendu masse. Et surtout on a l'interprétation de jeu du musicien. Qui est la grosse différence avec des samples qu'on n'aura jamais. Un déhanché, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand on fait par exemple des legato sur un violon, c'est pas du tout pareil que quand on les joue, parce qu'il n'y a pas le bruit du doigt qui va changer la corde, etc. Même si on a des instruments virtuels qui sont super, mais voilà, c'est des choses qu'on ne pourra jamais reproduire, enfin en tout cas pas maintenant. Et après, ce qui arrive très souvent, qui est intéressant à faire quand on n'a pas trop de blé, c'est de faire des petits ensembles et de mixer, en fait, de faire du layering avec des instruments virtuels où on a de la masse. On va prendre effectivement les Vienna ou les Spitfire. Et après, on va ajouter en plus soit un quatuor, soit un quintet, 8 ou 10 musiciens qui, eux, vont donner de la vie. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire en termes de mix, c'est de partir donc, des vrais musiciens, de faire la balance avec les vrais musiciens et de rajouter un fond de sauce avec les faux. Parce qu'en plus, ça va quand on va vraiment donner de l'épaisseur, ça va jouer sur des fréquences qui n'existent pas dans le vrai, et avec le faux, et du coup, ça va donner de la masse, mais en même temps, on va avoir la vie du vrai. Et ça, c'est très intéressant à faire. C'est très marrant parce que c'est un truc qu'observait Victor Hugo dans le roman historique, c'est qu'en fait, la réalité crédibilise la fiction et le réel crédibilise le virtuel. C'est-à-dire que si vous faites tout un morceau avec des instruments virtuels, oui, ça va sonner un peu cheap, plastique, même bien programmé. Mais pour peu que vous mettiez un peu de virtuel parmi ce réel, il aura lui-même tendance à sonner déjà plus réaliste par contamination, je dirais. Exactement. Et c'est pas galère d'ailleurs pour rendre tout ça homogène Alors si justement c'est ça que je vais en parler après, mais c'est que effectivement il y a quand même des règles pour que ça marche bien. Si par exemple on
on enregistre un violon dans une petite pièce, type salle de bain, ça marchera pas du tout, parce que le sample, lui, a été enregistré dans une grande pièce. Le violon, il va trop se détacher, en fait. S'il est enregistré dans une petite pièce un peu pourrie, avec une acoustique pas terrible, il n'arrivera pas à rentrer, en fait. Physiquement, dans le son, ça ne matchera pas. Donc, si on veut faire ce genre de choses, il faut quand même enregistrer dans une grande pièce. Donc, ça veut quand même dire d'avoir un studio conséquent avec une acoustique de studio. Sinon, ça ne marchera pas. Ça sert à rien. C'est arrivé plein de fois. On essaye parce qu'on se dit c'est plus simple d'enregistrer dans le studio ici. Et ben non, en fait. On sent qu'il y a 2 niveaux sonores et on n'arrivera jamais à les faire matcher ensemble. Donc il y a quand même une réflexion à avoir. C'est pas juste de se dire on va enregistrer un vrai instrument par-dessus puis ça fera la blague. Il y a un peu de production à faire et ça permet d'avoir une certaine économie, mais on ne peut pas avoir une économie ad vitam à tout économiser, le prix d'un studio, de bons micros. Si on enregistre avec des micros pourris, c'est pareil. Oui. C'est quoi, c'est une histoire techniquement, c'est quoi, c'est une histoire d'early reflection, du coup, c'est ça qui matche pas. Ouais. Et puis c'est impossible à retirer, ça, les early reflection. Quoi, c'est super dur. Les early, c'est impossible. C'est que les early, on va les entendre en premier, donc on va entendre en fait une petite pièce. Donc il arrive. Alors que l'instrument virtuel, lui, a été enregistré dans des très grands studios. Donc lui, le son est très diffus, mais on va toujours entendre ce petit écho qui va revenir en premier, en fait. Donc le cerveau, lui, va analyser petite pièce. Quand il arrive, c'est la première chose qu'il entend. Il va toujours mettre en avant ce qu'il entend en premier. Donc du coup, ça ne pourra jamais fonctionner. Et ça, c'est vraiment l'utilisation. Alors c'est souvent sur les cordes qu'on le fait, si par exemple, mais alors, là encore, ça va dépendre. Par exemple, si on enregistre des PIDs, les pizzicato, c'est les notes tapées sur les cordes. Ça, par exemple, il faut que ce soit, si on veut enregistrer des vrais et des faux, il faudra éditer les vrais ou bouger les faux pour vraiment tout tomber ensemble. Parce que sinon, on va avoir des flats en permanence. Parce que les musiciens qui joueront jamais parfaitement comme des machines. Donc ça demande un gros travail d'édit. Donc des fois, est-ce que les PIDs, ça vaut le coup de les enregistrer ou pas? Souvent la question elle se pose et souvent on les enregistre pas en fait. Si on commence à faire du layering. Après, si on enregistre que des vrais, par exemple sur Camelot, il n'y a pas du tout de sample, c'était que de l'orchestre. Là, on s'est pas gêné pour faire des PIDs, des trucs comme ça, parce qu'il n'y avait pas de problème de superposition. Mais ça dépend en plus de la matière qu'on va enregistrer. Donc il y a vraiment une réflexion de production à avoir. Pour que ça marche, ce genre de principe. À chaque fois que tu dis Camelot, j'entends dans ma tête. Exactement. On a passé, c'était tellement loin à enregistrer ce truc, c'était idiot. Hein, mais on a dû le faire, je sais pas, peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, et les mecs, il y avait 80 musiciens dans la salle, et t'avais les 5 cordes qui alors, et puis Alexandre qui disait je voudrais plus comme ça, attends plus comme ça. La maquette, elle est comment? Ouais, on a passé. Parce que lui, c'est un putain de musicien. C'est un excellent musicien. Vraiment, il nous a tous, scotché la partition qu'il a écrite, parce que c'est lui qui a écrit la musique de son film. Et il a laissé personne écrire dessus. Il y a quelqu'un qui devait faire les orchestrations, mais en fait, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'Alexandre, il était en mode, c'était l'orchestrateur, c'est Jean-Stéphane, et Alexandre, il a dit non, il n'y a pas moyen, je veux garder ça. Et on était tous scotchés. À l'enregistrement, la richesse de son écriture, elle est. Nous, Alexandre Astier, on adorait l'avoir dans notre podcast. C'est un peu comme si on avait Tupac pour nous, quoi. Tu vois, ça serait l'aboutissement ultime, quoi. Il y aura moyen de se marrer, je pense. Il est hyper curieux de tout, pas que sur la musique, mais surtout en général. Il est très intéressant comme bonhomme. C'est clair. Bon, écoute, merci beaucoup, Loris. En tout cas, merci à vous d'écouter ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube aussi, si vous voulez voir nos tronches. Et puis, écoutez, on vous dit rendez-vous le mois prochain, pour le mois de mars, avec un autre invité qui sera tout aussi intéressant, j'espère. Donc, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao. Salut les gars, merci. Ciao.